plus de 8 millions de Panzerfaust ont inondé les champs de bataille. Mais quand l'Allemagne en ruine les a mis entre les mains d'adolescents et de vieillards, cette arme est devenue le symbole le plus sombre de la guerre. Vous avez déjà vu cette arme au cinéma, mais vous allez maintenant connaître son histoire complète. Si vous aimez ce genre d'histoire et que vous voulez en découvrir encore plus, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça ne prend qu'une seconde et ça m'aide énormément à continuer de vous partager ces récits. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir le travail. Commençons donc par le commencement. Comment et pourquoi cette chose a été créée? En allemand, Panzerfaust signifie littéralement « point blindé », dans leur style créatif de dénomination des armes. Tout a commencé sur le front de l'Est en 1942, lorsqu'après avoir envahi l'Union soviétique et décimé la série de chars Aldé Light BT, les Allemands ont obtenu un Houston. Nous avons un moment problématique. Lors de leur apparition, le T-34 et le KV-1 étaient, pour l'époque, bien mieux armés et blindés que la plupart des chars allemands, et quasiment invulnérables à la plupart des premières armes anti-chars allemandes. La principale arme utilisée par les Allemands pour contrer les blindés était le canon tracté de 37 mm, surnommé, pour son efficacité, le heurtoir. Ce canon équipait également la plupart des Panzer III, censés détruire les chars, tandis que les Panzer IV et les Panzer IIe, ainsi que l'artillerie automotrice, s'attaquaient à l'infanterie et aux fortifications. Dès le début de la guerre, les Allemands savaient déjà que les progrès rapides du blindage rendraient le 37 mm obsolète. Ils préparaient donc déjà le canon anti-char de 50 mm, puis, très bientôt, celui de 75 mm. Mais le problème était de les déployer en configuration remorquée ou de remplacer à temps les canons plus anciens sur les chars. Outre les canons anti-chars, il existait également des fusils anti-chars, relativement efficaces à courte portée contre les blindages légers du début de la guerre. C'était une solution massive et moins coûteuse qu'un canon tracté, que l'infanterie pouvait transporter. Mais elle était désormais largement dépassée par l'arrivée de chars toujours plus lourds. Les Allemands disposaient également de charges anti-chars magnétiques et de mines pour détruire les chars, mais il s'agissait plutôt de solutions de dernier recours, car il fallait littéralement grimper sur un char ennemi pour les utiliser efficacement. Les Allemands recherchaient donc un appareil bon marché, portable, productible en série et capable de protéger l'infanterie contre les chars à une certaine distance, au-delà du tir à bout portant. Il fallait un appareil transportable, utilisable dans des espaces restreints, avec un entraînement minimal, là où des canons encombrants étaient impossibles à manœuvrer. Très vite, le concept d'un tube de lancement sans recul tirant une charge creuse fut imaginé, un canon anti-char jetable à un coup. Ils rencontrèrent des difficultés lors des essais concernant l'efficacité du souffle arrière et de la pénétration du blindage, mais en 1943, ils trouvèrent la solution et le premier modèle, le Panzerfaust 30, fut lancé en production. Les Allemands souhaitaient équiper l'infanterie autant que possible de ce type de char, face à la menace croissante des chars soviétiques, mais aussi des Sherman américains, dont la production augmentait. Ils déployèrent donc le premier Panzerfaust, l'essuyèrent des essais au combat, et les résultats positifs immédiats stimulèrent l'expansion des chaînes de production pour en produire un maximum. Ils voulaient donner à chaque soldat allemand une chance, même si ce n'était pas la meilleure au monde, tout de même une chance face aux blindés ennemis. Avant de décrire leur utilisation concrète au combat et leurs effets immédiats, expliquons d'abord le fonctionnement du premier, car il est assez intéressant. Il n'est pas très compliqué. À la base, il s'agissait d'un lanceur monocoup sans recul, équipé d'une charge militaire préchargée. Le tube en acier jetable était rempli en usine de poudre noire, sur lequel reposait la charge militaire. Pour tirer, le soldat posait le tube sur son épaule ou sous son bras, relevait le viseur et pressait la détente. Cela allumait une petite amorce, puis la charge propulsive principale, qui propulsait l'ogive vers l'avant tout en éjectant le souffle par l'arrière pour égaliser le recul. De cette façon, le recul était quasiment nul, mais le souffle arrière était violent derrière le tube, mortel pour toute personne se trouvant à environ 10 mètres derrière. Les étiquettes d'avertissement rouge sur le tube signifiaient « Danger, explosion de feu intense ». Il était déconseillé de tirer depuis un espace clos, sauf en cas de nécessité absolue, sous peine de brûlure et de commotion. Or, l'ogive elle-même, comme nous l'avons dit, était une charge explosive creuse qui, en touchant le blindage ennemi, explosait et concentrait son énergie en un jet brûlant capable de traverser 140 à 200 mm de blindage, selon le modèle, comme du beurre. Pour 1943, cette capacité de pénétration était stupéfiante et pouvait détruire n'importe quel char allié de l'époque, surtout s'il était touché par l'arrière ou le côté. Cependant,
toucher le char était le problème, en raison de sa portée extrêmement courte. C'était presque une arme à bout portant, nettement plus efficace que de courir vers un char pour poser une mine, mais ne laissant qu'une trentaine de mètres pour avoir une chance de toucher quelque chose. Les viseurs étaient calibrés pour des distances fixes, comme 30, 60 et 80 mètres, mais viser un char en mouvement sous le feu ennemi n'était pas chose aisée, surtout à une distance aussi courte. Cependant, grâce à son poids plume de seulement 5 à 7 kg, un soldat pouvait facilement en transporter un ou deux, lui offrant ainsi un moyen de défense face aux blindés ennemis qui s'approchaient d'aussi près. C'était une arme simple et efficace, qui allait révolutionner le combat rapproché des chars, comme vous allez le constater. Les premiers lots de Panzerfaust parvinrent à l'infanterie allemande sur le front de l'Est vers septembre 1943, juste à temps. Les brigades de chars soviétiques menaient offensive après offensive, et les soldats allemands se retrouvèrent plus d'une fois submergés par des charges de chars. L'arme démontra immédiatement sa capacité à détruire les T-34 et se généralisa rapidement. Idéale pour défendre les tranchées à l'approche des chars, elle permit également aux Allemands de créer des équipes de chasseurs de chars, ou Panzerjagdkommando, comme ils les appelaient. Il s'agissait de quelques soldats armés de Panzerfaust, qui se tenaient en embuscade et attendaient que les chars soviétiques tournent leurs flancs ou leur arrière vulnérable vers eux. Les fusiliers les couvraient après leurs tirs, leur laissant une chance de s'enfuir. C'était une tactique très efficace, car une seule arme bon marché et jetable pouvait détruire un char entier, dont la construction, la formation de l'équipage et l'envoi au front exigeaient de l'argent, du temps et des ressources. Bien qu'efficace, ce travail était loin d'être sans danger. Et voyez-vous, à la fin de la guerre, environ 70% des pertes de blindés soviétiques furent causées non pas par les Tigres et les Panthers, ni par les tristement célèbres canons de 88 mm, mais par des Panzerfaust bon marché et jetables. Cela s'expliquait principalement par le déplacement des combats en ville où, dans les décombres et les rues étroites, il était difficile de protéger les chars des embuscades. Le Panzerfaust était tout simplement mortel en combat urbain. Les Alliés tentèrent de protéger leurs chars de la même manière que nous le voyons aujourd'hui sur les champs de bataille modernes, avec ce que l'on appelle des cages à copeaux. Ils soudaient des plaques de tôle, des rondins, des chenilles, des sacs de sable, et même du grillage et des jupes de sommier, tout ce qui pouvait faire exploser l'ogive et l'éloigner du blindage principal. Ils évitaient également d'envoyer des blindés dans les villes sans soutien d'infanterie adéquate, qui les suivaient à travers les maisons et les Panzerfaust ne pouvaient pas atteindre leur portée. Les tankistes américains et britanniques n'appréciaient pas non plus les Panzerfaust en Normandie après le débarquement, où le bocage était parfait pour de telles embuscades, comme celle dont vous vous souvenez probablement dans le film Fury. Les Sherman, les Churchill et les chasseurs de chars y étaient tous vulnérables, et leurs équipages les craignaient beaucoup. En Normandie, on estime qu'environ un tiers des chars ont été détruits par des Panzerfaust, mais aussi par d'autres armes intéressantes dont vous entendrez parler. Le Panzerfaust a connu des améliorations constantes en termes de portée et de létalité, et son nom a été inspiré de sa portée effective en mètres. En théorie, chaque nouvelle variante était censée atteindre des cibles aussi loin. La première était le Panzerfaust 30, appelé Klein, ce qui signifie petit. Il possédait une ogive de 10 cm de diamètre et une portée efficace de 30 mètres, suffisante pour détruire un T-34 de côté. Mais il fallut rapidement un modèle plus grand et plus performant. Puis vint le Panzerfaust 30 Gross, un char imposant doté d'améliorations et d'une ogive plus puissante de 15 cm. Sa portée restait la même, mais sa pénétration et sa puissance explosive étaient bien supérieures, ce qui en faisait une menace même pour les chars lourds. En 1944, le Panzerfaust 60 devint le modèle le plus produit. Comme son nom l'indique, sa portée était doublée, bien que la charge militaire soit restée la même. La charge propulsive avait plus que doublé, ce qui augmentait la portée et la précision. Des millions d'exemplaires furent produits avant 1945, et c'était la version la plus utilisée, particulièrement meurtrière en combat urbain, où elle était employée dans des embuscades contre les chars alliés en progression. Mais ce ne fut pas la dernière. Le Panzerfaust s'ensuivit, doté d'une portée encore plus grande et d'une ogive de 6 kg capable de pénétrer jusqu'à 220 mm de blindage. Sa précision à 100 mètres était plus illusoire que réaliste, mais il était largement capable de détruire n'importe quel char allié, même en cas de tir frontal. Cette version, cependant, fut principalement utilisée en défense de dernier recours lors de l'effondrement du régime nazi et de l'avancée des Alliés dans la capitale. Elle fut utilisée par les civils et les jeunesses hitlériennes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient assez désespérés pour tenter de saper l'effort allié. Aucune de ces mesures ne fut suffisamment efficace pour changer l'issue de la guerre.
Il y avait aussi le Panzerfaust 150, qui était une refonte majeure. Il possédait une ogive pointue plus fine, de 10,5 cm de diamètre au lieu de 15, mais des explosifs améliorés lui permettaient de pénétrer jusqu'à 300 mm de blindage. Son allumage du propulseur à 2 étages lui procurait une vitesse et une précision bien supérieures, portant sa portée effective à 150 m. Il existait même un manchon de fragmentation clipsable qui pouvait être placé sur la charge pour la transformer en arme anti-infanterie. Lors de l'explosion, il produisait des éclats d'obus, et il était conçu avec une fusée autodestructrice de 3 secondes. Ainsi, si l'ogive manquait à un char, elle explosait quand même. En utilisation anti-infanterie, il pouvait même servir d'arme à explosion aérienne. Environ 100 000 exemplaires furent produits en 1945, mais, heureusement pour les soldats alliés, ils ne parvinrent jamais aux unités régulières, l'usine étant envahie par les soviétiques et la production étant arrêtée. La version finale devait être le Panzerfaust 250. Conçu comme un lanceur rechargeable plutôt qu'un monocoup jetable, il était équipé d'une poignée pistolet et d'un système de tir électrique, commençant enfin à ressembler au RPG moderne qui allait apparaître plus tard. Il tirait sa charge améliorée plus rapidement et aurait constitué une arme anti-char très efficace si sa production, prévue avec optimisme pour septembre 1945, avait pu être réalisée. Cependant, bien que les Allemands n'aient pas eu l'occasion de fabriquer ce Panzerfaust, les concepteurs soviétiques d'après-guerre ont étudié le concept de près. 4 ans plus tard, en 1949, ont présenté le RPG-2, dont la conception ressemblait étrangement à celle du Panzerfaust allemand. Il convient également de mentionner d'autres armes anti-chars allemandes, car le Panzerfaust n'était pas le seul. Le deuxième modèle le plus important était le Panzerschreck. Panzerschreck signifiait littéralement « la terreur des chars », ce qui témoigne de leur créativité en matière de nom. C'était en quelque sorte le bazooka allemand. Ils l'ont créé après avoir examiné des bazookas américains capturés, fidèles à l'ingénierie allemande, ils l'ont amélioré. Il tirait une roquette de calibre 88 mm, dotée d'une charge explosive plus importante de 3 kg, capable de pénétrer jusqu'à 200 mm de blindage, soit une puissance équivalente, voire supérieure, à celle du Panzerfaust. Contrairement à ce dernier, il s'agissait d'un lance-roquette réutilisable, offrant une portée et une précision bien supérieures. Cependant, au lieu d'être manœuvré par un seul homme, il nécessitait une équipe anti-char dédiée de 2 personnes, un tireur et un chargeur. Il était même doté d'un bouclier sur le tube pour protéger le visage de l'opérateur du puissant souffle arrière créé à la sortie de la roquette. Les troupes le surnommaient Offenrohr, ce qui signifie « tuyau de poil ». Les Allemands utilisèrent à la fois des Panzerfaust et des Panzerschreck tout au long de la guerre, mais les Panzerschreck étaient plus coûteux et nécessitaient une équipe et un entraînement pour être utilisés efficacement. Il y avait aussi la Tellermine, une mine métallique en forme de cuvette remplie d'environ 5 kg de TNT, enfouie sous le sol et largement utilisée dans les ceintures défensives. Dans des situations désespérées, les soldats tentaient aussi parfois de les placer directement sur ou sous les chars lors de combats rapprochés. Il y avait aussi la mine magnétique mentionnée précédemment, qui nécessitait d'être fixée directement sur le char. Les Alliés disposaient également d'armes anti-chars similaires, dont certaines méritent d'être mentionnées en raison du caractère unique de leur fonctionnement. Le bazooka américain était le lance-roquette réutilisable standard, introduit dès 1942. Il tirait une roquette hit de 60 mm et offrait une pénétration correcte, mais modeste, d'environ 75 à 100 mm. La portée effective était bien supérieure à celle du Panzerfaust, jusqu'à 150 mètres, et il fallait une équipe de 2 hommes. La fiabilité posait problème, car les premiers modèles utilisaient une batterie pour activer la charge propulsive de la roquette. Celle-ci était sensible au froid, ce qui empêchait son tir au moment opportun pour viser un char ennemi. Son utilisation en combat urbain était également plus difficile en raison de son tube plus long. Les Alliés respectaient les Panzerfaust allemands, leur simplicité et leur efficacité, et les utilisaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Comme les Allemands, ils les utilisaient aussi contre les bunkers, les fortifications et même l'infanterie, et pas seulement contre les chars. Mais le plus original d'entre eux était sans conteste le PIA britannique, Projector, infanterie, anti-tank. Contrairement aux Allemands au nom clinquant, celui-ci était très simple. Il s'agissait essentiellement d'un mortier à ergot qui lançait une charge creuse grâce à un puissant ressort. Cela empêchait tout retour de flamme, permettant ainsi de tirer en toute sécurité depuis des espaces clos, et il ne révélait pas la position de l'opérateur, contrairement aux Panzerfaust et aux bazookas, avec leurs étincelles et leurs nuages de poussière.
Sa pénétration était similaire à celle du bazooka américain, mais sa portée effective n'atteignait que 50 m. Le Pia présentait un fort recul dû au ressort, qui frappait directement l'épaule du tireur. Son poids de 14 kg le rendait difficile à transporter. En théorie, le recul devait réarmer le ressort après le tir, le préparant ainsi pour le coup suivant. En théorie, l'opérateur n'avait besoin de l'armer manuellement qu'une seule fois. En pratique, cependant, cela ne fonctionnait pas toujours. En cas d'échec, le soldat devait se lever, placer le Pia à la verticale et marcher sur l'épaulière tout en tirant le ressort vers l'arrière avec les deux bras pour le réarmer. Vérifier. Confirmer si le Pia utilisait également une petite charge propulsive en plus de l'énergie du ressort pour lancer la bombe, car certaines sources mentionnent la collaboration des deux forces. À cause de ces problèmes, les troupes britanniques entretenaient une relation amoureuse avec le Pia. Les soviétiques ne disposaient pas de leur propre version de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de RPG pendant la guerre. Ils utilisaient massivement des fusils anti-chars, bien que leur efficacité ait diminué par la suite. Ils ont également eu recours à des méthodes plus créatives et brutales, comme les cocktails Molotov et les charges explosives. À l'instar des alliés occidentaux, ils adoraient utiliser les Panzerfaust allemands capturés dès que possible. Ils ont bien expérimenté le RPG, mais il était trop tard pour passer à l'action. Les armes anti-chars portatives alliées n'ont jamais égalé celles des Allemands en quantité, en simplicité ou en efficacité, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. De toute façon, ils disposaient de plus de chars, tandis que les Allemands devaient trouver des moyens de donner à leur infanterie les meilleures chances de succès lorsque la guerre se retourna contre eux. Alors que la guerre entrait dans sa phase finale, nous en arrivons à l'utilisation la plus sombre du Panzerfaust. Ils furent remis à la Volkssturm, littéralement la milice d'assaut du peuple. Une armée de fortune, composée de tous ceux qui avaient encore la force de tenir une arme, des adolescents de 16 ans aux vieillards de 60. On leur dit qu'ils étaient désormais la dernière ligne de défense du Reich, jusqu'au cœur de Berlin lors de l'ultime bataille. Dans les rues éventrées, sur le pas de leurs portes, on voyait des enfants, des pères, parfois même des femmes, recevoir à la hâte un Panzerfaust et quelques instructions. Leur mission était simple et terrifiante, attendre l'avancée des blindés alliés, viser et tirer. Beaucoup tombèrent dans des actions désespérées, fauchés avant même d'avoir pu recharger. Mais d'autres, contre toute attente, réussirent à immobiliser ou à détruire des chars ennemis, inscrivant dans le chaos de la défaite les dernières lueurs d'une résistance vouée à disparaître.